Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte pour le droit des femmes, contre toutes les violences. Alors, depuis de nombreuses années, la ville de Ponto Combo est engagée en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et en matière de droits des femmes. Initialement, on avait proposer une conférence sur le thème du consentement sexuel. Au vu de la crise sanitaire, nous nous sommes adaptés. Et nous vous proposons donc cet échange en Facebook Live durant lequel vous pourrez poser vos questions. Alors je suis en compagnie de Johanna Chulangia. Johanna, est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui, Sophie, bonjour. Bonjour. Donc Johanna, tu es avocate diplômée de l'école du barreau de Paris. Tu es aussi thérapeute conjugale familiale et conférencière. Et tu es fondatrice de la communauté Les Affranchis. Alors, c'est un blog, Les Affranchis, Exactement. Qui a pour but d'inspirer les femmes pour impulser toujours plus de liberté dans tous les domaines de leur vie. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, Johanna, quand elle m'a proposé le thème du consentement sexuel, je me suis interrogée parce que le consentement, c'est quand il y a oui, et quand il n'y a pas de oui, il y a un non, donc il n'y a pas de consentement. En fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. Donc, le consentement sexuel, est-ce que tu peux nous dire à quoi ça correspond exactement, Johanna ? C'est un peu là tout le problème et on va tout de suite mettre les pieds dans le plat, j'ai envie de dire. C'est que le droit ne nous dit pas clairement ce qu'est le consentement sexuel. En fait, on va trouver dans le code pénal une définition de ce qu'est le viol ou encore l'agression sexuelle, à savoir tout acte de pénétration pour le viol, tout acte d'atteinte sexuelle pour l'agression sexuelle, qui sont commises par voie de violence, de contrainte, de menace ou de surprise. Mais on n'a pas de définition dans le code pénal de ce qu'est le consentement. Alors bien sûr, vous voyez, évidemment, on peut déduire par la négative que quand il n'y a pas de violence, de contrainte, de menace ou de surprise, plutôt quand il y a ces éléments-là, nécessairement le consentement n'était pas constitué et on peut être dans le cas du viol ou de l'agression sexuelle. Mais du coup, que dire quand on n'a pas de violence, de contrainte, de menace ou de surprise à proprement parler? Est-ce à dire que l'autre en face est nécessairement consentant? Et c'est un peu là tout le problème parce que pas toujours, pas forcément, et on voit que les choses ne sont pas aussi simples qu'elles n'y paraissent. Donc effectivement, c'est pas aussi simple puisqu'il ne suffit pas de ne pas entendre de non ou en tout cas ou d'avoir un oui éclairé, mais ça on va en parler plus tard. Donc en fait là, on est dans ce qu'on appelle aujourd'hui la fameuse zone grise. C'est ce que les médias en fait ont défini sur cette absence ou cette ambiguïté en quelque sorte. La zone grise, c'est un petit peu toutes ces situations d'ambiguïté. Ça peut être, pour essayer d'imager ça de manière un petit peu par des situations qui peuvent arriver au quotidien. Hein. Ça peut être par exemple, je voulais pas de ce rapport sexuel, mais j'ai pas osé le dire. Ou j'avais honte de dire à l'autre que non, j'en avais pas envie. Ça peut être, je sais pas, je me mets dans la place d'une soirée, il faisait noir, il faisait nuit, je me suis dit que voilà, si je partais et que je disais non, je veux pas, j'allais me retrouver toute seule en pleine nuit, ça m'a fait peur. Ça peut être aussi, quand même, j'ai exprimé ça par des signaux non-verbaux, c'était quand même explicite quoi, non-verbal mais explicite, et l'autre en face a rien capté. Ou ça peut être aussi une personne qui pense être simplement entreprenante, mais l'autre en face se sent en fait un peu obligé au rapport sexuel, quoi. Et aujourd'hui, on entend de plus en plus de témoignages, des femmes qui, le plus souvent ce sont des femmes, qui parlent, j'ai envie de dire, qui osent parler, qui ont le courage de parler, parce que c'est pas facile de parler de ces choses-là, et en fait qui expliquent qu'elles se sont retrouvées dans des situations où il n'y avait pas de violence, pas de menace, pas de contrainte, pas de surprise, et pourtant elles n'étaient pas consentantes à la relation sexuelle, elles ont vraiment eu l'impression de subir ce rapport. Et c'est important d'en parler parce que si les situations peuvent être parfois ambiguës, les souffrances, elles ne font pas de doute. Hein. Les personnes qui témoignent disent qu'au mieux, elles ont eu un profond sentiment de malaise sur le moment même et encore après. Mais certaines parlent de véritables traumatismes, d'impact sur leur santé, de phénomènes dépressifs, d'impact sur leur image de soi. Donc c'est un vrai sujet de société. Ça a notamment été très, très, très bien montré dans un reportage Sexe et consentement qui a été tourné par 2 journalistes et que je vous recommande vivement. Et c'est pour ça que c'est bon d'en parler, de lever le voile sur ces ambiguïtés. Donc en fait, si schématiquement on devait représenter ou résumer le consentement, qu'est-ce que tu pourrais nous proposer justement pour que ce soit un peu plus clair pour tout le monde? Effectivement, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse passer en revue ce que j'appelle les 10 règles d'or du consentement sexuel.
parce que tout n'est pas toujours très clair, mais on peut quand même y voir un peu plus clair. Donc, la première de ces règles, c'est que... les 10 règles d'or. Les 10 règles d'or, voilà. Les 10 règles d'or du consentement sexuel, il y en a 10. La première, c'est clair, c'est que le non l'emporte sur le oui. Du moment où il y a un non qui est exprimé, alors on s'arrête, on ne va même pas plus loin, on respecte la limite que l'autre vient de fixer. La deuxième règle, c'est que le silence ne vaut pas acceptation. Le consentement doit être clair, un silence, c'est pas clair. La troisième règle, c'est qu'il n'y a pas de consentement possible quand la personne en face est endormie. Parce que, en état de sommeil, la personne n'est pas en état de donner son consentement clair, libre et éclairé. La quatrième règle, c'est que ni oui ni non, c'est non. Encore une fois, le consentement doit être clair, ni oui ni non, c'est pas clair. La cinquième règle, c'est qu'un oui apeuré, c'est un non. Puisqu'il n'y a pas de consentement possible sous la contrainte ou la menace, et j'ai envie de dire même plus au-delà, ce n'est pas une situation objective de contrainte ou de menace, c'est quand l'autre se sent contraint ou menacé, il faut prendre en compte le sentiment de l'autre. Et comme le consentement doit être libre, quand il y a un oui apeuré, c'est un non. La sixième règle, c'est qu'un oui dans un état pas lucide, c'est un non. Ça vaut en état d'ivresse, sous l'emprise de stupéfiants, ça vaut aussi sous l'effet d'un traitement médicamenteux qui va altérer notre conscience. La personne dans cet état-là n'est pas en état de donner son consentement éclairé. Alors d'ailleurs, on a eu une question en amont, donc de Lucie, qui nous disait « J'étais alcoolisée et j'ai eu un rapport avec quelqu'un d'alcoolisé également lors d'une soirée. Je lui ai dit d'arrêter, mais il n'a pas voulu, je l'ai laissé continuer. Comment réagir dans cette situation ?» Donc Lucie, merci d'avoir eu le courage de poser votre question. Oui, tout à fait, Lucie, merci. Je pense que vous explicitez très clairement toute la problématique autour du consentement. Le fait que vous étiez en état d'ivresse, ça vient justifier le fait que vous n'étiez pas consentante, puisque vous n'étiez pas en situation de donner un consentement éclairé. Ce n'est pas un élément qui va établir votre responsabilité, c'est justement l'élément qui établit que vous avez été victime. Donc, je tiens vraiment bien à le souligner. Donc ce que vraiment je vous recommande, et pour plus généralement toutes les personnes qui sont, j'en profite de faire une parenthèse, toutes les personnes qui sont victimes de violences sexuelles, j'aimerais vraiment vous dire que vous n'êtes jamais responsable des violences que vous subissez. Personne n'est responsable des violences sexuelles que l'on subit. C'est important de le rappeler, ça. Une victime n'est jamais responsable de ce qu'elle subit. C'est important parce que c'est un mécanisme qui se met en place très facilement chez la victime de s'estimer responsable. Et puis c'est aussi un message que la société renvoie trop souvent. Et le fait que son agresseur soit alcoolisé n'est pas une excuse non plus, ou ne diminue pas ce qu'il a fait, et en tout cas ne porte pas la responsabilité sur Lucie. Ah, tout à fait. En justice, il n'y aura pas une moindre responsabilité pénale parce que l'autre en face était en situation d'ivresse, parce que chacun doit rester maître de ses gestes. Et j'aimerais aussi vous dire que Lucie, si vous estimez et que vous le souhaitez, vous avez le droit de porter plainte et on ne peut pas vous refuser votre plainte. Et enfin, je ne peux que vous recommander de vraiment vous faire accompagner par un ou même des professionnels, que ce soit médecin, que ce soit assistant social, thérapeute, avocat, infirmier scolaire. Juste ne restez pas seul avec la souffrance que vous avez vécue. Alors pour continuer sur les fameuses règles d'or du consentement, la 7e règle, c'est que l'hésitation, c'est un non. Encore une fois, le consentement doit être clair. Une hésitation, ce n'est pas clair. 8e règle, un oui peut devenir un non. Parce que le consentement est temporaire, on peut refuser à tout moment de poursuivre, on peut décider de s'arrêter. Et de même, on peut dire oui à un rapport sexuel aujourd'hui et puis non demain, avec la même personne. C'est pas parce qu'on a dit oui un jour qu'on dit oui pour l'éternité. Et j'aimerais souligner aussi que, attention à l'inverse, de croire qu'un non peut devenir un oui à force d'insistance. Je ne dis pas que c'est jamais le cas, mais je dis en tout cas que ça va valoir si et seulement si, finalement, le oui va être exprimé de manière totalement libre et que l'autre n'a pas perçu cette insistance-là comme une forme de pression, de contrainte, de menace, auquel cas, il n'y a pas consentement, quoi. 9e règle d'or, un oui ne veut pas dire oui à toutes les pratiques. On peut dire oui à ça et ensuite non à ça. En fait, le consentement, ça doit guider
tout l'échange sexuel, j'ai envie de dire généralement toute la relation humaine. On reste maître de son consentement tout le long. Alors peut-être pour les jeunes qui nous regardent aujourd'hui, de manière très schématique, excusez-moi un peu du langage, mais au moins ça aura le mérite d'être clair. On peut dire oui pour un baiser et non pour baiser. Oui, pour les jeunes et les moins jeunes, ça vaut pour tout le monde. C'est clair. Donc Johanna, tu vas pouvoir répondre à une jeune fille qui souhaite garder l'anonymat. Elle nous a écrit que son copain lui touche les fesses dans la rue. Elle lui a déjà dit que cela la gênait, mais il ne veut pas le comprendre. Elle demande du coup si là on est dans le consentement, si ça fait partie aussi du consentement qu'elle devrait donner et qu'il devrait entendre, en tout cas lui le non a priori. Bah oui, là clairement, on est dans le cadre de cette règle d'or-là, c'est-à-dire qu'on peut dire oui, par exemple, à embrasser son copain si elle le souhaite, elle peut dire oui à un rapport sexuel avec son copain si elle le souhaite, mais là, en l'occurrence, cette main aux fesses en public, ça la gêne, elle n'est pas consentante pour ça. Donc clairement, elle peut tout à fait dire que non, elle ne le souhaite pas. Après, vous comprendrez bien que ça, c'est quelque chose qui doit se résoudre dans le cadre de la communication entre le couple et que ce n'est pas quelque chose qu'on peut porter en justice, vous comprendrez bien. Mais voilà, elle a le droit de l'exprimer et il faut qu'elle se sente aussi respectée à ce niveau-là dans la relation. C'est important. C'est important de rappeler que notre corps nous appartient et qu'on en dispose librement et qu'il est important de faire valoir son nom, son point de vue, son envie ou l'absence d'envie en tout cas. Il faut vraiment être là-dessus. Exactement. Je te laisse faire la 10e règle d'or et après on va prendre une question. Très bien. Arrivé. Alors, la 10e et dernière règle d'or, pour un oui orgasmique, il faut un oui pleinement consentant. Alors, bien sûr, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le consentement, ce n'est pas l'orgasme assuré à chaque coup, mais il n'empêche que le consentement, c'est la base pour une sexualité épanouie. Donc, ça vaut le coup quand même d'aller chercher quelques clés de compréhension, de communication pour vivre cette sexualité épanouie. Alors, on a une question de Bénédicte qui nous dit « Ils ont toujours tendance à nous faire culpabiliser et te faire croire que c'est de ta faute. » Oui, c'est un ressenti qu'on entend régulièrement. Tout à fait, Bénédicte. Je suis bien d'accord avec vous et c'est pour ça qu'on tenait vraiment à le souligner aujourd'hui au travers de cet échange. On n'est jamais responsable, on le dira jamais assez, mais on n'est jamais responsable des violences sexuelles qu'on subit. Et il n'y a aucune circonstance qui puisse expliquer, excuser ou au contraire ou même nous responsabiliser pour ce qu'on a subi. Donc voilà, je peux que partager votre constat, Bénédicte. Et moi je vais rajouter quelque chose pour Bénédicte. Il faut arriver à ne pas culpabiliser parce que si votre partenaire n'entend pas le non, c'est que la relation est déséquilibrée. Tout à fait, ça peut être un signal. Alors donc finalement là, le consentement, en fait, si je voulais le résumer, et puis je me dis si je veux l'expliquer aussi à mes enfants par exemple, ça serait plutôt dire oui que de ne pas dire non. En fait, le consentement, c'est vraiment les deux, Sophie. C'est autant savoir entendre le non que savoir attendre le oui. Et j'ai même envie de dire, même aller rechercher, aller vérifier le oui. Quand l'autre dit clairement non, on s'arrête, on respecte qu'il ou elle ne le veut pas, quoi. Quand l'autre ne dit rien, on va lui demander clairement tu veux ou tu veux pas, tu aimes ou tu aimes pas ça. Et ça marche aussi à l'inverse parce que le consentement c'est quelque chose qui doit être réciproque, donc ça doit pouvoir s'exprimer des deux côtés. C'est autant savoir exprimer son non, il n'y a pas de honte à dire non, j'ai pas envie, non, je veux pas avoir de rapport. Et c'est aussi apprendre à formaliser son oui. C'est pas anti-érotique d'exprimer clairement son désir. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'en tant que parents, éduquer nos garçons, mais en fait plus généralement nos enfants, en leur disant de respecter le non, de bien entendre le non, pour que effectivement la relation pour le coup soit pas déséquilibrée, pour qu'il y ait un vrai consentement de la part de leur partenaire, finalement ça ne suffit pas. Tout à fait. En fait, ça suffit vraiment pas parce qu'il y a beaucoup de situations où le non soit n'est pas exprimé, on l'a dit tout à l'heure, ou même ne peut pas être exprimé. Et ça vaut pour les femmes comme pour les hommes, comme tu disais Sophie. On en a parlé tout à l'heure avec la question du sommeil, c'est très clair, mais j'aimerais ici faire vraiment une parenthèse sur un phénomène qui est trop peu connu et pourtant assez courant. C'est ce qu'on appelle en psychiatrie l'état de sidération. En fait, l'état de sidération, c'est un mécanisme de défense
que le corps va mettre en place de manière automatisée, en fait, face à une situation d'extrême angoisse. Donc, typiquement, les situations de viol, c'est aussi très courant chez les mineurs pour tout type d'atteinte sexuelle. En fait, la victime va être véritablement tétanisée. Ses fonctions supérieures vont être paralysées. En fait, tout ce qui pourrait lui permettre d'agir va être bloqué. Donc, ça veut dire que la victime va être en incapacité de crier, de se défendre, de s'extirper, d'appeler à l'aide et même juste simplement d'exprimer un non, en fait. Donc, si dans l'échange sexuel, on n'est pas un minimum dans la communication, si en fait on n'est pas dans l'échange, quoi, j'ai envie de dire, eh bien, on peut ne pas s'apercevoir que la personne en face est en train d'être tétanisée parce qu'il y a cet état de sidération qui s'est mis en place et on peut imposer un rapport non consentant à une personne. Et c'est pour ça que c'est vraiment très très important qu'on arrête avec ce narratif en matière d'éducation à la sexualité où on ne fait que dire il faut respecter le non, respecter le non. Le consentement, c'est autant respecter le non que formaliser le oui et il faut vraiment le faire dans les deux sens. Et que cette communication puisse avoir lieu pour arrêter d'imposer des rapports sexuels à des personnes qui ne sont pas en capacité de respecter ce non, quoi. Oui, alors pour résumer en fait, la sidération, c'est un terme, comme tu l'as dit, qui est utilisé en psychiatrie. Tout à fait. C'est vraiment une déconnexion du corps avec le mental, c'est-à-dire que le corps subit quelque chose de tellement violent que en fait le mental se met en off pour pas analyser ce qui est en train d'arriver à son corps. Et c'est pas donc un manque de volonté de la personne en face, c'est qu'elle ne le peut pas. C'est incontrôlable, voilà, effectivement. Alors on a reçu une question de Fabi qui nous dit « Moi j'aime bien quand mon partenaire devine, pas besoin de dire oui ». Alors c'est intéressant parce que là ça lève la question de l'ambiguïté finalement dans la relation amoureuse, dans la relation avec le partenaire. C'est est-ce qu'on ne peut pas laisser deviner? Est-ce que là on n'est pas dans l'ambiguïté? Fabi, j'ai envie de vous dire que si c'est ce que vous avez réciproquement décidé, si ça vous convient s'il n'y a pas d'ambiguïté, de malentendu entre vous, et que c'est une communication qui fonctionne entre vous, c'est super, quoi, ça marche pour vous, c'est très bien. Mais j'aimerais quand même profiter de cette question pour tordre le cou à une idée reçue quand même, qui voudrait que tout ce qui relève de la sexualité, finalement... c'est un petit peu ambigu, c'est un peu le propre de la sexualité et finalement tout peut relever de la zone grise, quoi. Non, la zone grise c'est effectivement des situations d'ambiguïté qui existent, on ne peut pas les nier, mais tout ne relève pas de la zone grise et on ne peut pas tout mettre sur le compte de la zone grise. En gros, quand une personne n'est pas en état de donner son consentement clair, libre et éclairé, eh bien il ne peut pas y avoir de consentement sexuel. Et donc, en cas de victime quand on est victime de violences sexuelles, on rappelle un petit peu la conduite à tenir parce que c'est important. Voilà, comme on le disait tout à l'heure, si vous avez été victime de ces violences sexuelles-là, j'aimerais encore une fois, on ne le dira jamais assez, mettre l'emphase sur le fait que vous n'êtes pas responsable des violences que vous avez subies. Vous avez le droit de porter plainte et on ne peut pas vous refuser d'enregistrer votre plainte. Et enfin, je ne peux que vous conseiller de vous faire accompagner. Peut-être, Sophie, on pourrait rappeler le numéro d'écoute? Oui, c'est le 3919 qui est un numéro gratuit et qui en plus ne laisse pas de traces, donc un numéro dédié aux femmes victimes de violences et qui ne laisse pas de traces sur les factures téléphoniques. Donc 3919. Alors, Mounia, on a une question de Mounia qui nous dit « Mais du coup, la zone grise... ça donne une excuse aux agresseurs, non? On était en zone grise, du coup je ne l'ai pas violé. » Ah, alors effectivement, est-ce que la zone grise, c'est pas la zone où on peut se dire elle n'a pas vraiment dit non, ou il n'a pas vraiment dit non d'ailleurs? Oui, effectivement, la zone grise, c'est cette situation d'ambiguïté. On a dit que ça pouvait arriver, l'ambiguïté, le malentendu. On l'a aussi dit, tout ne relève pas de la zone grise. C'est vrai aussi que cette expression est très décriée, en fait, parce qu'elle est souvent perçue comme une sorte d'avatar de la culture du viol. En gros, allez, je peux faire ce que je veux, j'aurais qu'à invoquer la zone grise derrière. On l'a déjà dit, tout ne relève pas de la zone grise. Il y a des situations qui sont très claires, que le droit réprime, et un cadre qui est quand même clair.
Mais il n'empêche que c'est pas parce que il y a cette crainte que la notion de zone grise soit un petit peu étendue comme ça, là, sans fin, et utilisée pour donner une carte blanche aux agresseurs. C'est pas parce qu'il y a cette crainte-là qu'il faut nécessairement refuser et ne pas voir qu'il peut y avoir des ambiguïtés, que tout n'est pas toujours aussi clair que ça. Et c'est pour ça que je crois que, en tout cas moi en ce qui me concerne, je me refuse vraiment à adopter une sorte de vision un petit peu manichéenne des choses, où tout serait question de violence, parce qu'il existe des violences, tout est question de violence, parce qu'il y a des hommes qui agressent, tous les hommes sont des agresseurs. On a un peu tendance parfois, en refusant d'aborder la question de la zone grise, de vouloir retenir une vision un petit peu binaire des choses, un petit peu simpliste, alors que la réalité, notamment dans ces fameux témoignages dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'il y a presque une forme de contradiction en fait, entre d'un côté le traumatisme que ces victimes ont subi au travers de ces violences non consenties, de ces rapports non consentis, et en face une autre qui a souvent juste pas réalisé ce qui s'est passé, quoi. Et c'est pour ça que pour moi, si on veut s'attaquer au problème dans son ensemble, il faut prendre le problème tel qu'il est, avec toutes ses subtilités, avec toutes ses complexités, et notamment avec ces situations de zone grise, même si, oui, on ne le dira jamais assez, tout ne relève pas de la zone grise. Alors moi, je vais juste rajouter 2 choses. Mounia, elle a employé le terme de viol et d'agresseur, donc à partir de là, il n'y a plus d'ambiguïté sur le ressenti. Oui. C'est-à-dire que si elle se sent agressée et in fine violée, donc là, vraiment, on est en dehors de la relation sexuelle qu'on devrait avoir avec son partenaire. Là, on est dans le cadre d'une agression, d'un crime. Et comme tu l'as souligné, tu as parlé homme-femme, c'est pas, effectivement, on n'est pas du tout sur une approche de l'homme est coupable, etc. Le combat en matière de droits des femmes et de lutte contre les violences faites aux femmes, moi je crois vraiment intimement qu'il se fait avec les hommes. Tout à fait. Voilà, on peut pas, sinon on est vraiment dans le stéréotype. Tout à fait. Méchant. Alors, on avait reçu une question en amont d'Edouard qui nous demandait si, quand il partageait des nudes avec son copain, est-ce qu'il prend les risques même s'ils étaient tous les deux consentants? Ah oui, alors ça c'est oui. Question du 21e siècle. Effectivement, super question. Merci Edouard de nous avoir partagé cette question, parce que ça montre très clairement en fait toute la complexité du consentement au travers des nudes, et je veux dire ça marche tout autant sur la question des sex tapes. C'est qu'en fait, on peut être pleinement consentant à un temps T pour échanger ce contenu-là, ce contenu intime avec un tel. Est-ce que 3 jours plus tard, on sera toujours consentant que cette personne-là ait ce contenu-là? Est-ce que lorsque la relation amoureuse prend fin, on sera toujours consentant que la personne l'ait? Et est-ce que surtout cette personne va continuer à être la seule à détenir ce contenu-là, ou peut-être par chantage, par volonté de nuire à la réputation de son ex, va vouloir la partager plus largement? C'est un vrai problème, la question des nudes et des sex tapes, parce qu'en fait, par définition, une fois qu'on a partagé ce contenu-là, on n'est plus maître de son consentement, quoi. Pour autant, on n'est plus maître, mais la loi encadre bien ça, et qu'on diffuse parce qu'on a capté les images, ou qu'on nous est passé, même si on n'a pas capté directement les images, qu'on les diffuse, on est sous le coup de la loi. Oui. Et les dégâts sont parfois dramatiques sur la personne qui est sur les images. Donc il y a une vraie prévention aussi en tant que parent à avoir sur le sujet. Tout à fait. Alors, on avait reçu une question d'une habitante de Ponto qui nous dit « Ça me met mal à l'aise de dire oui avant un rapport. Pourquoi ?» Alors là, c'est la question effectivement peut-être de la relation au couple, de parler ou pas de son consentement là. Oui, pourquoi? Tout à fait. Alors du coup, ce que je crois comprendre au travers de la question de cette habitante, c'est qu'il y a comme une forme de blocage en fait, comme quelque chose qui se met en place où c'est difficile, c'est pas naturel, c'est un petit peu à contrario des manières de faire socialement. Et c'est vrai qu'il y a des représentations sociales qui pèsent en fait sur les femmes comme sur les hommes, qui peuvent faire que notamment la formalisation du désir sexuel, du désir féminin est pas simple. D'un côté, on a un petit peu cette figure masculine du don juan, le mal conquérant, celui qui va enchaîner les conquêtes, qui prend le nom comme une sorte de défi à relever. Ce qui peut être lourd pour les hommes aussi. Hein. Oui, tout à fait, parce que parfois, il faut un petit peu prouver sa virilité au travers d'un tableau de chasse bien rempli. Donc, c'est une forme
c'est une forme de pression. Et puis de l'autre côté, on a un petit peu la figure de la princesse, figure de passivité. On est dans les stéréotypes. Exactement, exactement. Elle attend le chevalier, elle se fait embrasser dans son sommeil, elle dit non, mais bon, en fait, elle pense oui. C'est pas étonnant qu'en se nourrissant de tout ce narratif-là depuis l'enfance, on finisse par être un petit peu perdu. Il y a un sondage d'ailleurs qui a été réalisé par l'IFOP en 2019 et qui montrait en fait que sur les hommes de 18-24 ans, parmi les sondés, il y avait 24%, soit près d'un quart, qui pensaient que quand une femme dit non, elle veut dire oui. Donc forcément, avec toutes ces représentations sociales, je peux comprendre qu'au quotidien, ce soit un petit peu difficile et il y a quelque chose un petit peu à dépasser dans ce avec quoi on s'est construit depuis l'enfance. Et puis, il y a aussi un petit peu tout notre héritage, j'ai envie de dire, de mai 68, de la libération sexuelle, parce que c'est sûr que la libération sexuelle s'est un petit peu évertuée à balayer toutes ces représentations patriarcales-là. Mais en fait, sur la question du consentement, je pense que ça a été un véritable échec. Si on regarde, en fait, ne serait-ce qu'aux slogans qui ont accompagné ce mouvement, le fameux « il est interdit d'interdire »,« jouissez sans entrave ». Bon, vous comprenez très vite au travers de ces quelques slogans qu'on n'est pas du tout dans le registre du consentement, on n'est pas du tout dans le registre de la liberté qui va respecter celle de l'autre, mais plutôt un petit peu dans ma liberté de jouir et l'autre est un petit peu un produit de ma satisfaction sexuelle, quoi. Et pour finir, pour illustrer ça, il y a une sociologue qui s'appelle Eva Illouz qui a écrit un ouvrage, La fin de l'amour, et elle dit très clairement que la liberté sexuelle a contre toute attente permis aux hommes de mieux dominer les femmes sur le plan sexuel et émotionnel. Donc pour répondre à cette habitante, peut-être qu'en comprenant un petit peu tous les ressorts qui se jouent derrière, peut-être que ça vous donnera un petit peu plus cette liberté de vous dire j'ai le droit de m'affranchir un petit peu de tout ce passé un petit peu social avec quoi on s'est forgé et de communiquer, d'oser exprimer parce que c'est, encore une fois, c'est que dans la communication qu'on peut dépasser tout ça. Oui, et puis le respect de son corps et du corps de l'autre aussi. Exactement. Alors, on a Arnaud qui a réagi aux commentaires de Fabi et qui nous dit donc de ouf, deviner c'est la base, donc il se moque un petit peu. Dans le porno, elles ne disent pas oui, mais elles kiffent grave. Ah, alors là c'est effectivement une représentation de la femme et du rapport sexuel qui doit être un peu tronquée, mais je vais te laisser répondre à Arnaud. Merci Arnaud sur l'ère du porno. Pour votre commentaire. Effectivement, c'est bien qu'on parle de la question du porno, parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est de plus en plus courant. Et malheureusement, les jeunes, et je le dis vraiment malheureusement, les jeunes se font aujourd'hui de plus en plus leur éducation sexuelle à partir du porno. Il faut quand même rappeler que le porno, c'est des contenus virtuels, ça représente des fantasmes, c'est des scènes qui sont jouées. D'ailleurs, petite parenthèse, ça pose aussi la question du consentement des acteurs et des actrices dans le porno. On a eu encore des affaires récemment qui nous montraient qu'il y avait un vrai problème de consentement même de viol sur les tournages porno, c'est en cours. Exactement, et on espère que ça pourra aller au bout pour que ça puisse cesser. Mais du coup, c'est évident que si en fait on se nourrit de ces contenus-là pour se faire un peu son éducation sexuelle, on va en retirer une idée de ce qu'est la relation sexuelle qui est complètement tronquée en fait. Où la sexualité c'est juste un produit de consommation, où l'autre devient en fait l'objet de ma satisfaction personnelle. Il y a un sondage IFOP qui a été mené en 2017 et il fait un constat vraiment alarmant. Il montre d'abord que la pratique de consommation de contenu pornographique est désormais courante chez les adolescents, que d'ailleurs elle commence de plus en plus tôt, puisque l'âge moyen de première exposition ne cesse de baisser. Aujourd'hui, on est aux alentours de 13-14 ans, mais dans ce sondage, on voyait qu'il y avait jusqu'à 10% quand même qui commençaient aux alentours des 10-11 ans. Clairement, d'où l'importance du contrôle parental sur Internet. Oui, tout à fait, Sophie. Et puis clairement, à cet âge-là, en fait, on n'a pas cette maturité en fait sexuelle pour comprendre ce qui est en train de se jouer en fait. Et surtout, en fait, et c'est là qu'on comprend tout le problème
en plus, c'est que ces jeunes aussi, dans ce sondage, expliquent que oui, ces contenus ont participé à leur apprentissage de la sexualité. Donc quand on sait que dans le porno, la question du consentement est totalement zappée, que les rapports de genre sont clairement inégaux, ça pose un vrai problème. En fait, je dirais que le porno, c'est la meilleure manière de devenir un pro du Kama Sutra, totalement inculte dans l'art de la relation amoureuse. Donc tout dépend de ce qu'on veut être. Oui, et puis après, je rappelle aussi qu'un enfant de 10 ou 12 ans qui reçoit des images comme celle-ci, on ne peut pas minorer les dégâts. Hein. Tout à fait. Et qui plus est, quand les contenus pornographiques, parfois, s'affichent alors même qu'on n'a pas été les rechercher, en fait. Ils s'imposent à nous. Ça aussi, ça pose un problème en matière de consentement. Alors, on a une question de Justine qui nous demande « À quel moment je m'aperçois qu'on n'est plus dans la séduction, mais dans l'agression ?» Ah oui, ça, en fait, c'est aussi le harcèlement, c'est un peu tout ça, là. Oui. On a le droit d'essayer de séduire, et à quel moment on devient un agresseur, en fait. Merci, Justine, pour cette question. Ça pose la question des limites. Alors, je dirais que dans la séduction, il y a la notion de respect, de réciprocité, d'égalité. Et surtout, ça va se voir, en fait, dans la réaction qu'on va voir chez l'autre. L'autre va se sentir respecté, désiré, en sécurité. À l'inverse, dans les violences, la personne ne cherche pas à séduire ou à plaire, elle va chercher en fait à imposer ses choix, son pouvoir, son plaisir. Et ça va se voir dans la réaction de l'autre, en fait, pour autant qu'on y prenne garde, l'autre va être gêné, nerveux, va se sentir menacé, en fait. Je dirais que pour schématiser un petit peu, pour résumer ça, il faut retenir que la séduction, c'est à propos de l'autre, donc ce que l'autre aime, ce à quoi il ou elle est sensible, ce qui fait plaisir à l'autre. Alors que le viol, c'est vraiment à propos de soi, en fait. Ce dont j'ai envie, ce que je veux, ce que je suis même prêt à prendre par la force s'il le faut, quoi. Alors, Justine, la meilleure manière de s'assurer qu'on est bien dans la séduction et pas dans le cadre du harcèlement ou de l'agression, en fait, c'est de demander à l'autre comment il ou elle se sent. Oui, et puis la séduction, ça doit rester une étape d'une relation agréable. À partir du moment où ça devient désagréable, on n'est plus dans de la séduction. Là, si ça devient répétitif, gênant, désagréable, on est effectivement dans le côté agression. Et cette notion de ressenti, ça peut aller se vérifier qu'au travers de la communication, en fait. Alors, on a une deuxième question de Mounia. On lit souvent qu'il ne faut pas protéger les filles, mais plutôt éduquer les garçons. Pourquoi c'est important? Alors, elle est intéressante sa question à Mounia, parce qu'en tant que parent de garçons et de filles pour moi, on se dit souvent que si on apprend bien à nos garçons à entendre le non, tout va bien se passer. Mais enfin, il faut aussi apprendre à nos filles aussi à entendre les noms, et puis c'est surtout à savoir les dire, et puis nos garçons aussi à savoir dire non. C'est peut-être pas aussi binaire. Ce que je vois derrière cette question, c'est certains aussi un petit peu phrases, slogans qui sont courantes, et je pense avec vraiment cette volonté en fait de tordre le cou à cette idée que finalement les filles sont un petit peu responsables, que si seulement elles se protégeaient, les agresseurs qui sont nécessairement toujours des garçons, du coup pourraient pas leur faire subir de violences, quoi. Donc d'un côté, déjà moi je n'ai pas cette vision un petit peu schématique et un peu binaire des choses, où les filles sont toujours les victimes, les garçons toujours les agresseurs. Même si c'est la majorité des cas, effectivement, ça ne peut pas se résumer à ça. Effectivement, ça mettrait certaines victimes dans l'ombre, peu importe le pourcentage, en fait, j'ai envie de dire. Surtout, en fait, je pense que c'est pas parce qu'il y a cette question de la responsabilité, encore une fois, on le répétera jamais assez, on n'est pas responsable des violences qu'on subit, mais en tant que parent, vous comprendrez bien qu'on n'a pas envie de se placer sur le terrain de la responsabilité, j'ai envie de dire. C'est pas parce qu'on doit éduquer qu'on ne peut pas protéger, les deux sont tout à fait compatibles, et au contraire qu'on permet de se renforcer mutuellement. Et quand il s'agit de nos enfants, on n'a pas envie de se poser la question de la responsabilité avant tout. La première chose qui nous vient en tête, c'est qu'on n'est jamais à se poser la question de la responsabilité, qu'on n'en arrive jamais là, parce que ça n'arrive pas à nos enfants, parce qu'ils ne subissent pas ces violences sexuelles.
C'est pour ça que je pense que c'est vraiment important de traiter ces sujets de société avec pragmatisme, avec volonté d'efficacité, en étant un petit peu libéré de tous les affects. Et ça, en tant que parents, ça nous demande notamment de savoir protéger nos enfants, même nos adolescents, de situations où en fait ils vont être vulnérables, ils vont être particulièrement exposés parce qu'ils ne vont pas avoir cette maturité psycho-affective et sexuelle pour pouvoir eux-mêmes faire entendre leur consentement, pour pouvoir eux-mêmes se protéger. Donc un adolescent à 15 ans n'a pas la même maturité psycho-affective et sexuelle qu'un adulte. Et donc là, c'est le rôle du parent de, voilà, même si, désolé le mot, ça peut paraître un peu avoir le rôle relou, mais de aussi protéger nos enfants, nos adolescents, pour ne pas les exposer dans des situations où eux ne pourront pas réagir comme il faut, quoi. En fait, la difficulté, c'est de ne pas être intrusif dans les relations intimes de nos enfants, parce qu'à un moment donné, ça ne nous regarde plus, et en même temps, les avoir suffisamment équipés auparavant pour qu'ils puissent être des gens bien et puis protégés en même temps. Donc, c'est toute la complexité en tant que parent, pour le coup. Donc là, tu nous as éclairé sur le consentement, Johanna. Je pense que tu as donné en tout cas des éléments, des outils qui vont permettre aux parents, aux éducateurs, mais même aux amis, parce que ça ne touche pas que les jeunes, en fait, ces problématiques de consentement. Il y a des gens d'un âge mûr qui peuvent être en difficulté par rapport à ça aussi, hein, à mettre le curseur et puis à faire valoir son point de vue. Donc, quelle solution on pourrait esquisser pour conclure un petit peu ce temps d'échange en matière de consentement? Ce que je veux souligner, c'est d'abord qu'à titre individuel, on a chacun en nous une partie de la solution, et je dirais que tout repose sur la communication. La sexualité, c'est véritablement un échange qui entremêle pas simplement les corps, mais en fait toutes les composantes de la personne humaine, corps, âme et esprit. Finalement, c'est bien moins en fait à propos de performance physique que de qualité humaine. Est-ce que je suis à l'écoute? Est-ce que je sais faire preuve de respect? Est-ce que les limites de l'autre vont devenir les miennes? Est-ce que je recherche mon seul plaisir ou je cherche aussi à offrir du plaisir à l'autre? Et bien sûr, c'est un consentement qui doit se vivre à deux, hein, dans la réciprocité, c'est évident. En tout cas, le maître mot pour chacun d'entre nous en matière de sexualité, c'est vraiment communiquer en 4 syllabes et pas juste 2. Maintenant, pour les parents qui sont là ce soir, j'aimerais aussi nous encourager plus que jamais à vraiment investir l'éducation en matière de sexualité de nos enfants, parce qu'on est vraiment les mieux placés pour endosser ce rôle, pour savoir à quel stade de maturité psycho-affective et sexuelle se situe notre enfant. Au gré des questions en fait, que l'enfant va se poser, on va savoir où est-ce qu'il se situe, qu'est-ce qu'il a déjà compris, et en fonction des questions, on avance un peu chemin faisant avec notre enfant. Après, je ne veux pas être simpliste non plus, hein. Je sais que c'est des sujets qui peuvent gêner. On peut tous avoir un petit peu des tabous pour les aborder, on peut se sentir un petit peu maladroit, c'est évident, hein. Je pense qu'on a tous ce sentiment-là. Il y a aussi des enfants qui n'ont pas envie d'aborder le sujet avec les parents. Clairement, et donc il ne faut pas leur imposer non plus le sujet pour ne pas aller au-delà de leur stade de maturité. Mais je veux quand même souligner ça parce que il y a un véritable enjeu, parce que tout ce que nous ne dirons pas en tant que parents à nos enfants, de toute façon ils trouveront la réponse ailleurs, peut-être à l'école, mais peut-être aussi sur des sites porno, et on l'a dit tout à l'heure à quel point ça a donné une vision tronquée de ce qu'est la sexualité. Et même, parfois on peut avoir tendance à se dire, super, maintenant c'est dans le programme scolaire, donc je peux me reposer sur l'éducation nationale, je suis sûre que cette partie de l'éducation de mon enfant va être faite. Attention, hein, déjà les séances éducatives, elles ne sont pas toujours faites, il faut le dire, par manque de moyens souvent. Et puis en plus, de toute façon, dans le programme scolaire, on va couvrir la question de la reproduction, de la contraception, de la protection contre les MST, mais il n'y a rien sur la question du respect du consentement. Et surtout, je pense qu'en tant que parent, on peut investir la mission bien plus globalement, bien plus généralement, d'apporter toutes les clés pour que nos enfants aient une vie pas juste sexuelle, mais relationnelle, amoureuse, affective, épanouie. Et c'est une mission
difficile, challengeante, mais... Ça, c'est un enjeu pour les parents. Et puis, pour revenir sur l'enseignement scolaire sur le sujet, les enseignants, ils ont des classes de 30 pré-ados ou ados qui ne sont pas forcément homogènes, tant sur la maturité sexuelle que effectivement sur l'idée qu'on a de la sexualité. Donc c'est quand même compliqué. Et là, les parents ont vraiment un rôle à jouer. Mais au-delà des enfants, aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est par rapport à des amis qui ont des difficultés avec ce sujet-là, etc. C'est important de sensibiliser, de communiquer. Et là, en tant que la société, elle a quel rôle à jouer, là, par contre, sur cette thématique? Ben oui, je pense que c'est aussi à la société de pouvoir évoluer sur ces questions. C'est presque paradoxal, en fait, parce que on est une société hyper sexualisée, hein, on voit des contenus sexualisés un peu partout. C'est souvent des figures féminines sexualisées pour vendre un peu tout. Hein. On en revient à cette idée de produit de consommation qu'est la sexualité, et souvent au détriment de l'image féminine. Et je pense qu'il faut en fait qu'on se dise, puisqu'il y a malentendu, parlons-en, ouvrons le dialogue, interrogeons les représentations que peuvent avoir les uns et les autres sur le consentement, parce qu'en fait on s'aperçoit que les représentations que les uns et les autres ont sont souvent divergentes et parfois même opposées. Pour l'un, ça veut dire tu consens, et pour l'autre pas du tout. Ou même la question du désir féminin ou du désir masculin. Les deux ne s'expriment pas de la même manière. C'est pas parce que femmes et hommes sont égaux qu'ils investissent nécessairement la sexualité de la même manière. Donc c'est pour ça que pour moi la notion de la zone grise, non seulement elle n'est pas à balayer, non seulement elle n'est pas à éluder parce qu'elle existe, mais en plus on peut l'utiliser de manière vraiment riche et intéressante et efficace pour en faire un outil de prévention, pour dire puisqu'il y a ambiguïté, on met le sujet sur la table, et à travers cette notion-là, on peut même non seulement lutter contre la culture du viol, mais plus encore de manière positive, intentionnelle. On peut travailler à instaurer une véritable culture du dialogue entre les sexes, et une culture du respect, notamment du respect des femmes dans notre société. Et c'est pour ça que je voulais vraiment remercier chacun d'entre vous qui a été présent ce soir, parce que vous avez pris de votre temps, vous avez investi de votre temps pour aller chercher des outils de compréhension, des clés de communication. Et je pense qu'en faisant ça, là, chacun d'entre nous, on a contribué à faire un petit peu progresser ce sujet-là dans notre société. Donc je voulais vraiment vous remercier pour ça. Moi, je vais te remercier, Johanna, pour tous ces éléments qui nous donnent des outils, effectivement, que ce soit pour notre entourage ou nos enfants en matière d'éducation. Donc merci à toi pour avoir abordé ce sujet ô combien important. C'était un plaisir. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur le Facebook, si vous avez aimé le sujet, si vous souhaitez qu'on en aborde d'autres. J'espère en présentiel une prochaine fois, si la situation nous le permet. Donc vous pourrez retrouver la rencontre sur le Facebook de la ville. Retrouvez Johanna sur son compte Instagram Les Affranchis, donc Affranchis IES. Tout à fait. Et moi, je vous donne rendez-vous le vendredi 27, donc après-demain à 19h en visioconférence pour les deuxièmes ateliers des Women's Rights. J'en dis juste 2 mots. Ce sont des citoyennes qui, au départ, nous ont sollicité pour s'investir au niveau du droit des femmes et sur les luttes contre les violences, mais plus largement sur le droit des femmes. Vous pouvez encore vous inscrire pour participer. Sur le site de la ville, vous trouverez tous les renseignements. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une bonne soirée.